Bon, ben, je me présente, Jean-Philippe Loisel, courtier immobilier à Montréal puis les environs, avec plus de 1000 transactions immobilières. On est là pour vous guider. J'ai la chance d'avoir François Loisel, notaire, avec plus de 40 ans. On va pas dire 50, mais on n'est pas loin. On a quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui connaît toutes les réponses aux questions. Vous voulez avoir la réponse? On l'a ici. On va commencer, on s'en va vers l'indivision, puis je me pose un peu des questions. J'achète un duplex avec ma sœur. On commence par où dans l'indivision? Premièrement, il faut savoir si le duplex, il y a des locataires. Hein, parce que si je veux l'habiter, il va falloir se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les locataires? Est-ce qu'on va reprendre possession de ce duplex-là ou de l'endroit où qu'on veut habiter? Si c'est le cas, vous n'avez pas le droit de reprendre possession puis de mettre le locataire dehors. Donc, vous êtes déjà en arrière. Vous avez un obstacle tellement grand, il faut qu'au moment où vous preniez possession de cet immeuble-là, l'immeuble soit vacant, puis qui vous permettrait d'aller en bas, puis ta sœur en haut, si vous voulez l'habiter. Si vous ne voulez pas l'habiter, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit d'acheter. Et l'indivision, il faut la comprendre, c'est que vous avez acheté quelque chose à deux. C'est comme acheter un cheval. Un cheval, vous ne prendrez pas le couteau pour diviser, bien toi, tu vas prendre en avant, puis toi, tu vas prendre en arrière. Alors, c'est le cheval qui vous appartient au complet. Quand il mange, donc, il faut payer des taxes sur la propriété, bien, il faut que vous les payiez ensemble. Lorsque vous l'entretenez, ce cheval-là, bien, il faut payer ensemble des frais. Alors donc, vous achetez quelque chose à deux, il n'y a pas de problème. Sauf que, si vous voulez l'habiter, vous allez avoir un premier obstacle parce que vous ne pouvez pas reprendre possession du logement, de mettre le locataire dehors. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que moi, je vois, c'est la mise de fonds. Pourquoi c'est un problème, la mise de fonds? Bien, c'est parce que la mise de fonds, si il y en a un qui met 100 000 et puis que l'autre met 30 000 sur 130 000 de mise de fonds au total, c'est est-ce que vous voulez récupérer votre mise de fonds au moment de la revente de votre propriété? Puis si vous voulez récupérer votre mise de fonds, il faut poser la deuxième question. Voulez-vous récupérer une plus-value, un pourcentage sur la plus-value? Comme quand on achète une entreprise, on a des actions dans une entreprise, on dit, moi, j'ai 10 du capital action, l'autre a 90 du capital action, on vend l'entreprise, on sépare vraiment 90 des bénéfices, puis 100 Donc, quand on vend la propriété, après, bien, est-ce que je vais partager en pourcentage de ce que j'ai mis comme mise de fonds, ou si je vais partager moitié-moitié le résidu après avoir pris ce que j'ai donné comme mise de fonds au départ. Donc, ça donne l'idée que si je vends ma maison, bien, généralement, je reprends ma mise de fonds, puis après ça, on sépare 50-50 ou on sépare 40-60, dépendamment des proportions qu'on se sera fixées à ce moment-là, au moment de la vente. Puis il faut que ça soit marqué dans le contrat. Puis si on ne marque rien dans le contrat, c'est 50-50. Le notaire va faire un chèque, si vous vendez votre propriété, aux deux, il va dire arrangez-vous ensemble pour faire votre partage. C'est quoi qu'on voit généralement? C'est-tu d'y aller 50-50? Mettons que quelqu'un met une mise de fonds de... J'achète avec ma sœur, je mets une mise de fonds de 50 000, puis ma sœur met une mise de fonds de 100 000 $. On achète un duplex. Est-ce que la tendance est que c'est séparé moitié-moitié après la mise de fonds par la suite, ou est-ce que la tendance est vraiment d'y aller au prorata selon la mise de fonds? Si vous l'habitez puis que vous payez l'hypothèque moitié-moitié, puis vous payez toutes moitié-moitié les taxes, les primes d'assurance et tout ça, bien, si vous faites ça, oui, vous prenez votre mise de fonds et le restant, le résidu, après avoir payé l'hypothèque et tout ça, il reste 100 000 $. Bien, on va partager ça également, 50 000 à chacun. OK. Intéressant. Puis là, mettons que je dis, bon, ben, moi, je veux mettre plus de rénovation dans mon unité. Ça veut dire qu'on augmente la plus-value de l'unité. Après ça, comment on fait la répartition? Parce qu'au départ, on était 50-50, exemple. Puis en cours de route, ben moi, j'ai décidé d'investir 200 000 dans mon unité. Puis, de l'autre côté, il n'y a eu aucun investissement. Comment on fonctionne à partir de là? C'est très intéressant. Question super, parce que ça arrive souvent, ça. Qu'il y en a un qui met beaucoup d'investissement dans son unité, puis l'autre met rien. Ben, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule comme la mise de fonds.
j'ai investi. Bon, on se pose la question, est-ce que j'ai investi dans le but de faire un profit? Donc, on va dire, ben, c'est un pourcentage de la plus-value. Ben, on s'assoit et on dit, ben, moi, je vais avoir un pourcentage sur la plus-value qui est plus élevé parce que c'est grâce à moi si la propriété vaut plus cher. Mais c'est pas comme ça que ça se fait habituellement. La personne dit, j'ai mis 50 000 $ dans mon appartement, donc je récupère ma mise de fonds et je récupère aussi les montants que j'ai mis dans l'amélioration. OK. OK. Intéressant. Intéressant. Puis, à partir de là, on parle d'indivision, on achète un immeuble à deux, mais là, on s'en va, puis les grosses nuances entre la division et l'indivision, parce que là, v'là 10 ans, on disait, l'indivision, il faut faire attention. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? OK. Là, tu entres dans un système. Les gens sont habitués d'appeler ça condo ou un système de copropriété. Mais il y en a deux systèmes de copropriété. Quand il y en a plusieurs copropriétaires, là, on va se dire des vraies affaires. Admettons qu'on achète un triplex ou un sixplex et qu'on veut le vendre à différentes personnes. Là, on rentre dans une situation. Est-ce que je vais en condo, copropriété divise ou une copropriété indivise? Alors, la copropriété divise, ça serait comme séparer chaque unité en hauteur. Donc, c'est comme au lieu d'avoir un terrain avec une maison dessus, c'est d'avoir une maison en hauteur. Mon appartement, c'est considéré comme ma propriété à moi tout seul. Dans l'indivision, c'est l'ensemble. Puis là-dessus, on donne des droits d'usage exclusif des parties identifiées au contrat. C'est différent. On a la copropriété divise, mais on ne peut pas toujours changer le mode d'une propriété en copropriété divise. Les municipalités sont très réticentes avec ça et c'est pour ça que les gens s'en vont avec la copropriété indivise. Indivise, je n'ai pas besoin de demander des autorisations à la municipalité pour la changer, puis je n'ai pas besoin de faire... mais dans le fond, on reprend quasiment les mêmes clauses qui sont dans un contrat de déclaration de copropriété divise. Donc, ça s'équivaut pas mal. Mais il y a beaucoup d'avantages à l'un, puis il y a beaucoup d'inconvénients à l'autre. Donc, il faut regarder. Copropriété divise, ça veut dire le système de condo comme on le connaît habituellement. Je peux choisir mon créancier comme je le veux. Si j'ai 12 unités, bien, je peux avoir 12 créanciers. Dans l'indivision, il n'y a qu'un seul créancier, puis il n'y en a pas beaucoup qui veulent accepter l'indivision. Il n'y a que Desjardins qui l'acceptent et la Banque nationale. Donc, ces deux créanciers-là seulement vont accepter. Et si vous avez choisi Desjardins, bien, Desjardins devra être le créancier de tous ceux qui sont copropriétaires de cette propriété-là. Tandis que pour le condo, bien, c'est chacun. Alors que vous avez un seul créancier. Donc, l'échantillonnage est différent. L'autre affaire, c'est que si vous n'avez pas 20 de mise de fonds, bien, vous allez avoir de la difficulté à vous en aller avec la copropriété indivise parce qu'on exige la mise de fonds à 20 Tandis que, donc, il y a des avantages, des inconvénients de l'un et de l'autre. Il faut regarder ça de cette façon-là. Il y a la facilité, mais c'est difficile d'aller en copropriété divise. Mais les gens, Desjardins maintenant a développé une façon de faire qui est, moi je dirais, conviviale, puis qui est très facile d'accès pour les copropriétés indivises. La même chose que la Banque nationale. Mais les autres banques sont réticentes à ça encore. OK. Puis au niveau protection, c'est-à-dire que on me pose des fois la question, c'est quoi les enjeux? Par exemple, dans la copropriété indivise, quelqu'un ne paye pas son hypothèque. Bien, c'est peut-être 12 créanciers différents, comme tu l'as mentionné, alors que dans l'indivision, exemple qu'on aurait Desjardins pour les 12 unités, il y en a un qui ne paye pas son hypothèque. C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par hypothèque entrecroisée? Eh bien, dans tous les contrats d'indivision, on prévoit un mécanisme de protection pour les copropriétaires. S'il y en a un qui ne paye pas sa cotisation, qui ne paye pas ses taxes, ses primes d'assurance ou son hypothèque, ou sa portion d'hypothèque,
à ce moment-là, les autres peuvent le racheter puis dire, ben garde, on va te racheter puis tu vas t'en aller dehors. Et là, ils vont utiliser leur hypothèque entrecroisée. C'est que chacun donne une hypothèque de 100 000 ou environ pour garantir le respect des obligations des co-indivisaires, des indivisaires. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des copropriétaires, puis s'il y en a un qui ne fait pas comme il faut, il y a une protection dans le contrat qui dit que si tu ne fais pas comme il faut, on va vendre ta portion à quelqu'un. Peut-être la racheter, mais la vendre à quelqu'un. Parce qu'on va utiliser cette hypothèque-là. C'est une hypothèque entrecroisée. Okay. Chacun se protège. Excellent, excellent. J'ai également quelques autres questions. Comment est-ce que ça fonctionne? Les parts, par exemple, le pourcentage de cas de part, qu'est-ce qui appartient à qui? Comment on le détermine? C'est assez complexe, ça. C'est assez complexe. Il y en a qui pensent que ça se détermine par la superficie. Même en copropriété divise, il y en a qui disent, ben non, j'ai la même superficie, je suis au 7e étage, j'ai la même superficie que toi qui es au sous-sol. Alors, pourquoi c'est faire que les proportions sont différentes? Pourquoi moi, au 7e étage, c'est plus élevé qu'au sous-sol, que c'est plus bas? Bien, c'est parce que la valeur réelle du marché est qu'on va vendre plus cher une unité qui est au 7e étage qu'une unité de sous-sol, généralement. Puis, pour ça, c'est la même chose pour l'indivision. L'indivision, c'est combien je peux avoir pour m'approprier, mettons, telle unité vaut 1 million. Et l'autre unité, juste à côté, elle vaut 300 000. Bien, si elle vaut 300 000, bien, on va regarder, oui, le nombre de pieds carrés, mais on va aussi regarder la mise en marché, la valeur réelle. Parce qu'on se pose la question suivante, c'est s'il y a un feu, si la maison est détruite, la compagnie d'assurance va me donner combien? Alors, si la compagnie d'assurance me donne ça sur mon pied carré seulement, bien, je risque de manquer le bateau parce que ma valeur réelle de propriété n'est pas la même. La même chose, encore la même chose. Quelqu'un qui est au 7e étage, puis l'autre qui est au sous-sol, lui, il va recevoir moins parce que c'est normal. Et sa valeur de propriété est moindre. Donc, quand on prend, oui, effectivement, là où ça fait mal, c'est parce que celui que sa proportion, sa valeur est plus élevée que l'autre. Oui, il va payer plus cher de taxes, plus cher de primes d'assurance, plus cher d'entretien, plus cher de réparation. Mais au final, quand il va vendre, il va avoir plus. Puis quand il va y avoir un feu, s'il y en a une destruction quelconque de la propriété, bien, il va être compensé à sa juste valeur. Puis ça m'amène à un autre point. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes. Il reste que l'unité qui est au 7e étage versus celui qui est au sous-sol, par exemple. Par exemple, le coût de construction, disons, dans cette tour-là, ou peu importe, dans les environs de Montréal, va s'élever, exemple, à 225 $ du pied carré, exemple. Bien, moi, j'ai 1000 pieds carrés au sous-sol ou j'ai 1000 pieds carrés au 7e étage. L'immeuble brûle en entier. Puis l'unité au 7e étage va avoir une compensation plus grande, alors que le coût de reconstruction, techniquement, dans les deux cas, est probablement le même par rapport au pied carré puis à l'unité. C'est bien sûr que, on le dit, si on fait un coût de reconstruction, on ne va pas te le donner dans les poches, on va construire. Si on construit, on n'enlève rien à personne, on reconstruit. Donc, tu reprends ton local en bas, puis il reprend son local au 7e, puis ça sera la valeur que ça sera au moment où on le mettra sur le marché. C'est bien sûr que si on met sa valeur de 7e étage sur le marché, il va être beaucoup plus cher que le sous-sol. Un sous-sol, c'est un sous-sol. Et généralement, on a l'habitude d'enlever une moitié de valeur à la superficie quand on compare les superficies. On dit c'est un sous-sol. Bien, il y en a souvent qui prennent un triplex, mais il dit, moi, j'ai pris le rez-de-chaussée plus le sous-sol. Mais je calcule la superficie du rez-de-chaussée, mais le sol, je la diminue, soit de moitié ou du quart, dépendamment. Parce que j'ai des grandes fenêtres, puis que mon sol mesure 12 pieds, bien là, je vais le considérer quasiment comme un étage, là. Mais si j'ai juste des soupiraux, des petites fenêtres, puis que j'ai tout juste un peu de clarté, je vais y penser par deux fois. Ma valeur réelle de superficie, je vais diminuer de moitié. Exact, exact.
C'est ce qu'on voit souvent, par exemple. Que ce soit des unités complètement au sol ou avec le rez-de-chaussée, c'est qu'à ce moment-là, la valeur va avoir un impact au niveau de la superficie, mais également au niveau de on est-tu en haut, on est-tu en bas, puis évidemment des avantages. Puis ça m'amène à un autre point. On a parlé des parts, puis là, par exemple, il y a une unité qui, oui, vaut plus cher, se vend plus cher, mais il empiète d'un bord, il empiète de l'autre, il y a une piscine sur le toit. Comment qu'on fait pour protéger dans la Convention toutes les autres unités? Est-ce qu'on parle de ces éléments-là dans la Convention? Absolument. Donc, s'il y en a un qui a une piscine, qui a des services particuliers au gaz, c'est sûr que ça va faire augmenter la prime d'assurance. Donc, il faut établir les valeurs réelles. Mais c'est évident que si cette personne-là a une valeur plus élevée, bien, on va le figurer lorsque c'est le temps de payer la prime d'assurance. Il y en a un qui veut avoir une piscine. Ouais, tu vas avoir une piscine. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va la surveiller? Et qui va l'entretenir? Est-ce que c'est juste toi qui vas aller dans la piscine? Vas-tu pouvoir avoir un groupe qui va aller dans la piscine? Vas-tu donner l'usage de la cour arrière à cette personne-là plutôt qu'à l'ensemble de la communauté? Tout ça, ça se discute dans une convention d'indivision. Mm-hmm. Puis la convention, puis ça m'amène à un autre point, parce que dans le fond, ce que je vois souvent, puis ce qui m'inquiète, c'est que certains notaires, par exemple, que c'est juste une convention, puis on fait juste répliquer, puis hop, on signe ici, puis c'est juste des clauses standards. Ce que j'ai vu depuis plusieurs années, c'est que certains notaires qui se démarquent, qui vont vraiment aller plus loin dans les détails, puis qui vont faire une convention d'indivision pratiquement comme une déclaration de copropriété, avec des règlements, avec tout l'ensemble de la situation, que le notaire lui-même va s'être déplacé sur place, va avoir regardé, ah, on a un balcon qui est ici, surplombe sur l'autre, voici les délimitations, puis qui va avoir pris en connaissance tous ces éléments-là. Donc, peux-tu me donner un peu d'informations par rapport à ça? Bon, c'est très... allons-y simplement. J'ai 3 personnes ou 4 personnes qui ont acheté une copropriété, une maison, puis là, se la divisent. Bon, ils se la divisent selon ce qu'ils veulent. Ils peuvent s'entendre, ils peuvent faire une convention bien simple, là, du simple papier, dire, ben moi, je vais avoir l'unité, je vais avoir l'usage de tel logement. On ne précise pas de détails, pas de pieds carrés, pas de... Je vais avoir cet étage-là. L'autre va avoir ton deuxième étage, puis l'autre, tu vas avoir un cottage. Bon, l'autre, tu vas avoir le cottage juste à côté. Donc, c'est un 4, mais divisé en 3. Ben, il va y avoir le cottage, le rez-de-chaussée, puis le deuxième étage. Il va pouvoir jouir de ça. Donc, il va y avoir des proportions. Bon, toi, tu vas pouvoir garder ça. Il y a une convention très simple pour ça. On dit... On va avoir l'usage de nos logements respectifs, puis on évalue nos proportions, puis on dit à peu près ça, puis on précise absolument rien par rapport à ça, le temps de pieds carrés, puis tout ça. C'est une convention très simple que la plupart des gens qui achètent en indivision font. Là, on passe une deuxième étape. Là où c'est un peu plus sérieux, c'est que ça devient un peu plus complexe quand... une telle unité survole l'autre unité, où c'est mélangé, on doit passer, on doit avoir des servitudes. Le sous-sol appartient à la communauté, ils doivent passer par telle unité pour rentrer au sous-sol. Les chauffe-eau sont situés au sous-sol. Donc, là, ça complexifie ou ça rend plus complexe la convention. Et on va encore plus loin. C'est quoi? Parce que là, maintenant, les notaires exigent de plus en plus. Et ça, je vous le dis, ça va s'en venir quasiment... usuel. Et oui, effectivement, la copropriété indivise est quasiment proche de la copropriété divise. Et les notaires vont exiger de plus en plus la description par un arpenteur géomètre de toutes les parties, puis ça va être bien précisé. Ça, c'est ta partie privative, c'est à toi. De la partie privative, tu descends d'escalier. L'entrée d'escalier, ça t'appartient. Les balcons sont bien identifiés. Il y a peut-être différents toits. Il y a peut-être des terrasses sur le toit. Qui va avoir droit à la terrasse en haut? C'est bien identifié. Est-ce que je vais enlever la terrasse pour réparer le toit? Qui est-ce qui va l'enlever? Qui est-ce qui va payer pour ça? Le toit appartient à tout le monde. La terrasse appartient à un. Est-ce qu'il va devoir enlever la terrasse pour réparer le toit? Est-ce que c'est lui qui va payer pour ça ou ça va être la communauté? Alors, tout ça, ça va être placé dans une convention
on fait quasiment la même chose qu'une déclaration de copropriété dans matière divise. Puis, combien de temps ça prend de préparer ça? L'exemple qu'on a, puis prenons un exemple. C'est un 3 unités ou c'est un 4 unités. Une convention d'indivision pour un notaire, ça prend 1 heure, 10 heures, 20 heures? Ça prend quoi en réalité pour vraiment être précis dans tous ces éléments-là? Si on veut regarder une convention d'indivision complexe avec tous ces éléments, avec l'hypothèque entrecroisée, avec un seul créancier, en publiant cette convention d'indivision-là, on peut parler de entre 10 et 20 heures easy. Ah ouais, hein? En terminant, y a-tu des éléments qu'on n'a pas passé à travers, que tu trouves qui sont pertinents de mentionner pour les gens qui nous écoutent, puis dire, il me reste un petit truc encore. Y a-tu quelque chose que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent? D'abord, l'important, c'est savoir jusqu'où on veut aller dans notre convention. On a vu qu'on pouvait partir d'une convention extrêmement simple, aller à une convention extrêmement complexe qui est digne d'une déclaration, d'un condo comme on a l'habitude de faire. Donc, on a des étapes à suivre avec ça, mais il faut protéger les gens qui sont sur place. Par exemple, un copropriétaire ne pourrait pas vendre sa part à quelqu'un d'autre sans l'avoir au moins offert aux 2 autres qui sont là, pour au moins que les 2 autres ou les 3 autres, ceux qui sont là, qui restent, bien, il faudrait qu'ils puissent choisir cette personne-là qui pourrait venir sur les lieux. Et l'autre chose que je veux noter, c'est que quand on fait de l'indivision, c'est pas avantageux si on permet la location. Parce qu'après ça, le locataire, on ne pourra plus reprendre le logement pour permettre à ce que quelqu'un puisse l'habiter. Et là, ça va mettre un obstacle dans l'engrenage normal d'une convention d'indivision. Alors, donc, on a la question il faut faire attention à la location, puis il faut y aller selon nos besoins. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une convention extrêmement complexe? Moi, je sais qu'il y a des notaires qui ont refusé de faire une transaction parce qu'on n'avait pas les descriptions exactes des parties privatives. Alors que dans ce cas-là, c'était vraiment inutile parce que la personne dit, bien, moi, je l'ai le logement, puis ça allait de soi. Alors, donc ça, on y va selon nos besoins. Puis, pour terminer, juste pour dire que, juste penser que quand on achète, on va revendre. Alors, si on veut avoir la possibilité de revendre, si le plus que notre convention est précise, le plus que notre unité est claire, le plus facile, ça va être facile à vendre. Absolument, absolument. Ce que j'entends beaucoup, c'est plus la convention elle est précise, comme un peu une déclaration de copropriété, plus les gens sont en confiance. Et plus les gens sont en confiance, plus ça donne une valeur ajoutée à la copropriété indivise et que ça la rapproche très proche du condo divise, ce qui fait en sorte que la plus grosse nuance est la mise de fonds. Et ce que je vois, moi, comme expert dans le marché, pour des gens qui vendent une copropriété à un premier acheteur en indivision, bien oui, des fois, ils ne vont pas avoir le 20 % de mise de fonds, mais alors qu'une copropriété indivise peut également s'adresser à un 2e, 3e et 4e acheteur, que ça fait 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, et ils ont le 20 % de mise de fonds parce que ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils sont déjà propriétaires. Donc vraiment, c'est de voir qu'est-ce qui arrive, c'est quoi les options, c'est quoi l'objectif. Puis définitivement, c'est de prendre la convention au sérieux, de la lire, de bien voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis si vous avez des questions, bien, vous avez des experts devant vous. Je pense qu'on aurait pu parler pendant 2 heures de temps. Je sais que tu aimes ça beaucoup parler. On a eu beaucoup de détails. Puis je pense qu'on n'aura pas le choix de faire un autre podcast. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien possible, puis ça va faire plaisir. Excellent. Merci à tout le monde. Encore une fois, François Loisel, notaire depuis plus de 40 ans, excusez-moi. Puis moi-même, Jean-Philippe Loisel, votre courtier immobilier. Et je vous rappelle à tout le monde, c'est une histoire d'excellence qui se poursuit. Merci.